Voilà, bonjour à tous, bienvenue à cette dernière édition de l'année de nos Meet and Connect. Nous avons aujourd'hui la chance et le plaisir d'accueillir Isabelle Cohen-Solal comme intervenante. Isabelle a fait des études de commerce et de finance entre l'Angleterre et la France. Elle a eu après une carrière dans le domaine bancaire entre la France et la Suisse. Et elle a rejoint la société Suisse Kento, ici en Suisse, pour assurer la gestion, de l'entité romande, de distribution de fonds, pardon, et de suivi de la clientèle institutionnelle. Et au rachat de Suisse Kento par la Zürcher Kantonalbank, Isabelle Cohen-Solal est devenue, vice-présidente responsable des relations bancaires pour la Romandie et le, Tessin. Depuis 2019, elle a continué dans cette activité, mais de manière un petit peu différente. Elle accompagne maintenant des startups, mais aussi des clients institutionnels dans, des missions spécifiques, qui sont liées à la finance durable, mais aussi à l'immobilier et au, business développement, stratégique. Elle est membre de plusieurs conseils d'administration et elle est la présidente de l'association 100 Women in Finance, ici en Suisse. Le thème de l'intervention d'Isabelle aujourd'hui, la mise en place de stratégies durables en entreprise, tendances et perspectives. Donc un sujet d'actualité sur lequel, Isabelle, on se réjouit de vous entendre. Et sans plus attendre, je vais vous passer la parole. Peut-être une petite précision technique avant. Si vous en avez la possibilité, laissez votre caméra ouverte. C'est toujours plus agréable pour les intervenants de voir qui est en face et de ne pas avoir uniquement des initiales. Mais par contre, pensez à bien fermer vos micros pour pas qu'on ait de bruit perturbateur sur la présentation d'Isabelle. Donc voilà, ces quelques recommandations étant faites, Isabelle, je vous laisse, le micro et la caméra. Merci encore pour votre présence. Merci Romain pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de passer cette heure avec vous. J'ai préparé quelques slides. Le sujet est très très large et en 20 minutes, je vais, je dirais, survoler seulement pas mal de notions. Donc, le sujet, c'est la mise en place de stratégies durables en entreprise, tendances et perspectives. J'ai souhaité en fait d'abord commencer par, si on peut passer à la slide suivante, par vous donner en agenda, oui, le cheminement, ce sera dans mon profil finalement, qu'est-ce qui m'a amené à la durabilité. Ensuite, quelques définitions, finalement, de quoi on parle. On entend tous ces termes, ces terminologies systématiquement et elles n'amènent pas toujours à beaucoup de clarté. Donc, peut-être de préciser de quoi on parle. Ensuite, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Dans quelle situation se trouvent les entreprises par rapport à ces thématiques? Et enfin, qu'est-ce qu'on voit comme perspective sur cette problématique? Donc, sans plus tarder, on va passer au profil. Donc, finalement, qu'est-ce qui m'a amené à toutes ces notions? Donc, comme le disait Romain, j'ai commencé ma carrière, en l'occurrence en Grande-Bretagne, ensuite sur la place financière de Paris. J'ai toujours géré en fait des portefeuilles. Et un jour, une institution religieuse est venue me dire que le mandat qu'elle nous avait confié, elle souhaitait inscrire quelques valeurs dans la gestion de leur portefeuille. Institution religieuse, pour elle, c'était assez évident qu'elle ne souhaitait pas, ces personnes ne souhaitaient pas être investies sur l'armement, la pornographie, l'alcool, le travail des enfants ou les pays qui ne respectaient pas les droits de l'homme. Et à ce moment-là, en fait, on a mis en place toute une stratégie. Alors, le démarrage a été difficile. On était en 1998, donc c'était quand même pas forcément quelque chose de très répandu. On a commencé à en discuter en comité de direction et à ce moment-là, c'est devenu assez difficile. L'univers d'investissement, donc les valeurs dans lesquelles je pouvais puiser pour gérer et faire de la performance pour leur épargne, ça me nuisait au fur et à mesure des discussions. Donc, un tel disait non, moi je veux pas un fabricant de voitures allemandes, ils ont collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, non, je ne veux pas telle industrie chimique, ils ont pollué la région dans laquelle d'où je viens. Et voilà, tous les exemples faisaient que finalement, ça devenait des conversations très très longues.
Donc on voit bien que finalement, on comprend l'idée de ces personnes religieuses qui voulaient mettre des critères d'exclusion, mais ensuite, en termes de gestion, ça devenait très difficile. Donc, pour finalement rendre un peu plus neutre cette sélection d'univers d'investissement, on avait délégué ce choix, cet univers, à une société externe. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que la gestion avait tout son sens. Il y avait véritablement une notion de valeur dans cette recherche de performance. Je pensais que ça avait non seulement tout son sens, mais qu'aussi ça avait beaucoup d'avenir. Et je me suis dit, c'est véritablement la finance de l'avenir. Alors, très naïvement, hein, parce que pour finir, c'était en 98 et qu'aujourd'hui, on est en 2021, et que c'est vraiment maintenant, finalement, que le mouvement prend le pas. Donc, et je m'en réjouis. Voilà. Donc, pour vous dire, je viens de loin sur cette thématique. J'ai passé toutes les phases et l'acceptation a été très longue. Aujourd'hui, on en est à une situation qui est beaucoup plus ouverte à cette thématique, mais peut-être qu'il y a encore un mélange des notions, souvent parce que ce sont des notions très larges, avec peu de contours, puisqu'à l'époque, on parlait d'éthique. Mais aujourd'hui, quand on parle de gouvernance, quand on parle, ça reste des notions, je dirais, qui peuvent être subjectives alors qu'elles devraient être beaucoup plus objectives. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc je prendrai vos questions à la fin, mais sachez que je suis déjà convaincue. Donc si vous voulez me challenger sur ma conviction, n'hésitez pas aussi. Ensuite, je voulais voir avec vous quelques définitions. J'ai pris 4 grands thèmes. Donc c'est juste la slide encore suivante. Merci beaucoup, Corinne. Durabilité. Alors, c'est juste la page d'avant, pardon. Durabilité, c'est un terme finalement qui recoupe absolument tout dans notre vie, tout dans l'économie, tout dans la finance. Ça peut s'appliquer, enfin, avec un mot à la mode, c'est une notion holistique, donc dans tous les aspects de notre vie. C'est de l'histoire ancienne, là aussi, puisque les Nations Unies se sont intéressées à la durabilité en 1987 dans un rapport je vais résumer cette page en quelques mots. Le présent ne doit pas prétériter le futur. Donc, c'est vraiment le fondement ensuite de tout ce qui a été les développements au niveau des Nations Unies. Sur la page suivante, vous avez les objectifs de développement durable qui ont été à l'initiative de... je peux juste avoir la page suivante, Laurine, s'il vous plaît. Alors là, c'est les définitions ESG, je voulais juste les ODD. Page 7, parfait, merci beaucoup. À l'initiative de Kofi Annan, en 2005, ils ont commencé à regarder un petit peu quels pouvaient être les objectifs de développement durable pour que ça devienne plus matériel pour les entreprises. C'est-à-dire être durable, c'est effectivement ne pas prétériter le futur. Ok, on peut effectivement le comprendre, mais finalement, par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque ça touche à tout. Alors, ils ont défini 17 objectifs. Ils les ont communiqués, ça a été un travail de longue haleine, et ils ont peaufiné ces notions par 169 cibles ou sous-objectifs. L'agenda à 2030 pour tous les signataires sont d'atteindre ces objectifs. Alors, vous les voyez, ils sont extrêmement larges, et je dirais le fil directeur vraiment de ces objectifs de développement durable, c'est d'éradiquer la faim dans le monde. Donc, effectivement, il ne faut pas être pauvre puisqu'il faut pouvoir se nourrir, et ça, à terme, et ça a été démontré, ça amène aussi la paix sur Terre. Donc voilà, ce sont des cadres très, très généraux que les entreprises doivent, je dirais, intégrer, et qui leur permet, ensuite, on verra, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont développées de par le monde, d'atteindre les autres objectifs, de moindre empreinte, d'une meilleure gouvernance et d'objectifs sociaux. Sur la page encore après, merci beaucoup, nous avons les définitions qui sont principalement utilisées dans la finance, à savoir ESG, ces 3 lettres veulent dire environnement, social, gouvernance, et ce sont les mêmes
initiales qui sont utilisées en anglais. Donc, vous le voyez régulièrement dans la presse. Finalement, qu'est-ce que la France a fait? Elle a fait, vous le voyez dans cette boîte bleue à gauche, elles ont commencé un petit peu comme cette congrégation religieuse par des exclusions. Donc, on ne veut pas investir sur telle thématique, on ne veut pas rien avoir à faire avec, je dirais, telle et telle chose qui nous paraissent non alignées avec nos valeurs. Ensuite, c'est assez fort comme engagement en termes de gestion et de gestion de portefeuille. Donc, par exemple, si on se dit on exclut tout ce qui est carburant ou énergie fossile dans un portefeuille d'investissement, l'impact sur la perspective de rendement est considérable. Donc, peut-être qu'on peut se dire on préfère avoir une version je dirais, adaptée à la gestion d'actifs pour pouvoir investir sur des sociétés un petit peu toutes. Donc, de se dire, dans tout cet univers, j'accepte tel pourcentage de cette, en termes d'exclusion, elle n'est pas 100%, elle est seulement à tant de pourcentage. Une autre manière de gérer qui a été développée et qui est très, très répandue aujourd'hui sur le marché financier, c'est le best in class. C'est de dire, finalement, une société de transport, elle aura toujours un impact sur l'environnement, en tout cas jusqu'à ce jour. Comment est-ce que j'investis dans ce secteur sans avoir un impact environnemental trop important? Et bien dans ce cas-là, je prends finalement la meilleure de son secteur, celle qui a fait le plus gros effort. Ensuite, une autre manière, c'est d'intégrer des critères ESG, donc vraiment de définir, je peux supporter telle empreinte carbone, je peux supporter telle, je dirais, position sociale et de gouvernance, je ne veux pas tel type de corruption, enfin de fixer des critères, de donner des scores à des sociétés et à l'intérieur de cette notation de dire je prends les sociétés investissables, seulement celles qui ont le score supérieur à. Donc c'est vraiment de séparer de finalement ce que je veux bien supporter au niveau de mes critères et ce que je ne veux pas supporter. Ensuite, il y a eu d'autres initiatives qui ont été développées aussi sur la place financière. Un, c'est d'encourager, en fait, même de rendre obligatoire, puisque l'initiative, Minder est effectivement ce que c'est, de rendre obligatoire les votes des actionnaires en assemblée générale. Ce n'est pas tout d'investir sur une société, mais quand on est une caisse de pension et qu'on sait qu'on a une certaine emprise sur les sociétés, il faut absolument s'exprimer en assemblée générale et ne pas considérer que finalement, on est là juste pour la performance du titre de la société en bourse. Autre manière aussi d'intervenir, c'est le dialogue. Donc une société, un asset manager, et on en connaît de très grandes tailles en Suisse, comme UBS, Crédit Suisse ou autres, ça peut être aussi des banques de plus petite taille, vont voir les entreprises et disent « je suis investi chez vous, nous on considère que vous n'êtes pas très bien noté sur tel et tel aspect, économique, on souhaiterait que vous améliorez ça. Est-ce que vous pensez faire des progrès? Si ce n'est pas le cas et si on n'a pas de dialogue, on va probablement désinvestir, donc vendre votre titre en bourse, avec ou sans impact sur l'évolution du cours de bourse. » Donc c'est vraiment pour ouvrir le dialogue et faire en sorte que ces entreprises aient conscience de leur impact. Et ensuite, vous avez d'autres manières, c'est soit des thématiques, la thématique de l'eau, la thématique du climat. Donc, par exemple, la thématique de l'eau, on peut investir sur des sociétés, pas seulement sur le traitement de l'eau pour la rendre plus pure ou la distribuer, mais aussi, par exemple, des sociétés industrielles qui trouvent des procédés pour éviter les fuites d'eau. Voilà. Donc, on n'est pas systématiquement sur ce qu'on a appelé une bulle verte. Il y a aussi des sociétés qui sont présentes dans longue date sur les marchés financiers qui peuvent être investies dans cette thématique-là. Et l'impact investing, alors là, comme définition, c'est je souhaite accompagner le projet d'une société qui a décidé, par exemple, qui a un logiciel qui favorise la relation digitale des étudiants avec leurs professeurs et qui va le distribuer dans des pays pour lesquels ils ne seront pas payés puisque ce sera plutôt dans une phase de développement, donc des pays éventuellement avec un faible niveau de vie. Et à ce moment-là, ils auront besoin d'un soutien financier. Et là, c'est ce qu'on va appeler un impact
un investissement d'impact. Donc vraiment, on peut mesurer, il y a une mission derrière, il y a vraiment cette idée-là. Dernière définition, sur la page suivante, merci, la taxonomie. La taxonomie, alors là c'est très résumé, hein, puisque c'est un rapport de 550 pages, édité par l'Union européenne il y a quelques années, avec l'idée, qu'est-ce qu'on appelle vert finalement? Il faudrait qu'on constitue des définitions communes à tout le monde. Alors évidemment, c'est très très large en débat, hein. Ce qui est vert pour l'un ne va pas l'être pour l'autre. Donc, ils ont commencé par une classification qui est très très large et qui est censée couvrir le maximum de l'activité économique. Il se trouve que c'est l'économie qui émet ces gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'est forcément de contrer le réchauffement climatique. Donc, pour ce faire et passer finalement par tous ces efforts, il faudrait quand même qu'on s'entende sur qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert. Et le principal objectif dans ces définitions, c'est de combattre l'éco-blanchiment. Alors, l'Europe l'a fait. Il faut savoir que les dernières communications, par exemple du régulateur bancaire suisse, la FINMA, a été également dans ce sens. Qu'est-ce qu'on appelle un produit financier vert et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est vraiment pour faire en sorte que finalement on avance dans cette direction-là et qu'on évite la perte de crédibilité sur certaines publicités mensongères. Le deuxième objectif de cette taxonomie, c'est de partir sur ces définitions communes, comme je disais, pour avoir un aspect harmonisé, parce que vraiment derrière, il y a de la part des régulateurs toute une liste de reporting société qui est demandée. Donc, vous voyez dans le graphique en bas à droite, aujourd'hui, ils obligent par la loi 11 000 sociétés à produire ces rapports de développement durable. Et après 2022, ce sera 50 000. Et l'idée, c'est d'augmenter cela sans avoir un impact financier trop important. On sait très bien que le reporting, ça coûte énormément aux sociétés et ça ne leur crée pas énormément de valeur. Maintenant, ça présente un intérêt, comme je le disais, pour les financiers qui investissent dans les sociétés cotées. Mais à ce jour, en tout cas, le premier pas dans ce sens, c'est vraiment le reporting. Et 3, le planning, c'est-à-dire que l'objectif est 2050 sur cette taxonomie pour que toutes les sociétés adhèrent à ces définitions. Donc, c'est assez loin. Ça laisse le temps de le mettre en place et c'est vraiment progressif pour faire en sorte que tous les pays signataires aillent dans le même sens. Donc, voilà un petit peu pour les définitions. Il y en a d'autres, il y a d'autres mots que peut-être vous allez poser ce type de questions après, mais voilà, je dirais c'est globalement, il y a énormément d'initiatives. Donc, on voit, c'est la communauté européenne, les Nations Unies, donc toutes ces organisations transversales qui souhaitent aller dans ce sens-là. Et il y a beaucoup d'initiatives comme le Net Zero Horizon 2030, auquel la Suisse fait partie. Ensuite, les initiatives qui sont faites dans les secteurs, en particulier le secteur des énergies fossiles. Il y a eu une prise de conscience en se disant finalement, si tout le monde exclut nos sociétés de leurs investissements, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Donc, ce sont véritablement des secteurs entiers qui ont décidé de participer à la transition énergétique. Aujourd'hui, les sociétés cotées sont les principales financières de tous ces projets vers des nouvelles types d'énergie avec moins d'impact en tout cas. En termes de tendance et de situation, donc aujourd'hui, dans la mesure où toutes ces initiatives pourraient avoir un impact financier, beaucoup de sociétés sont en pleine observation. Elles aimeraient effectivement qu'on leur montre la voie. Personne n'a envie de prendre le risque de faire un faux pas. Ça pourrait coûter cher, soit en termes de la mauvaise stratégie et de la mauvaise implémentation qui soit au niveau de la société. Un exemple, aujourd'hui on a choisi le CO2 comme l'impact principal, mais avant qu'on ait fait ce choix, imaginez une entreprise qui se dit je souhaite réduire les microparticules. C'est vrai qu'en termes de stratégie, ça aurait été forcément un petit peu dommage, même si l'un et l'autre peuvent être liés.
Mais en tout cas, le régulateur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il regarde? L'émission de CO2, parce qu'il a vraiment choisi cette mesure, l'émission de CO2, comme principal risque sur le réchauffement climatique et faire en sorte qu'il y ait une forte réduction à horizon 2030. L'idée, c'est vraiment non seulement d'observer, de faire un état des lieux, d'avoir une stratégie, savoir pourquoi on va vers plus de durabilité dans la société, d'avoir cette matérialité, vraiment de mesurer. On parle de quelle situation et on va améliorer tel et tel aspect. Ça peut être sur la consommation d'électricité, d'eau, ça peut être sur le recyclage du papier dans une entreprise qui est tertiaire, qui est principalement dans le service. Ça peut être énormément de choses. Il faut vraiment regarder sous tous les aspects. Et enfin, communication, que ce soit à l'externe, lors des assemblées générales, vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis des clients, des fournisseurs, mais aussi en interne. Et comme on le verra, c'est un fort vecteur de motivation de la part des collaborateurs. Donc, sur la page suivante, la motivation des entreprises, elle est, je dirais, sur plusieurs aspects, puisqu'il y a ces aspects économiques, donc d'économie, économie d'énergie, économie sur les déchets, sur le retraitement des déchets, modification des processus, donc vraiment chercher l'optimisation à tous les niveaux. Les avantages économiques et écologiques, donc le fait d'avoir beaucoup moins d'impact, d'empreinte sur l'environnement, ce qui amènera derrière avec des avantages sociaux et réglementaires, d'attirer des talents qui sont sensibles à ces problématiques-là, et c'est vrai qu'on le voit, c'est aussi une question de génération. De plus en plus, les gens demandent du sens et demandent à avoir une société qui a moins d'empreintes, en tout cas qui est responsable vis-à-vis de son rôle dans la société et de son impact. Et enfin, réglementaire, tout ce qui sera fait en amont de la législation sera toujours ça de gagner, parce que le jour où, et on l'a vu avec la taxe CO2, le jour où il y a un impact sur les entreprises, il peut coûter cher. En page suivante, vous avez un exemple d'un consultant qui a fait sur lui-même l'exercice de par quelle phase, donc vous aurez la présentation, donc vous verrez un petit peu plus en détail, par quelle phase il est passé avant d'avoir vraiment sa stratégie de durabilité. Il est passé d'abord, donc c'est un niveau de maturité qui n'est pas le même systématiquement. Il y a des sociétés qui sont plus grosses et qui ont peut-être eu plus de ressources pour réfléchir à ces problématiques-là. Et aujourd'hui, elle en est plutôt à mettre en place ce qu'elle a prévu dans ce qu'elle considère comme la responsabilité sociale de l'entreprise à tous les niveaux dans son rôle économique. Une étape importante, comme je le montre dans la page suivante, sur d'une entreprise pour avancer vers davantage de durabilité, c'est l'introspection. C'est vraiment la direction, le conseil d'administration doivent montrer l'exemple, doivent regarder finalement dans leur composition, est-ce qu'il y a de la diversité, quelles sont les compétences, l'expertise, l'engagement qui est déjà réalisé, et finalement, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et de regarder finalement, pas seulement sur le site de la société, mais les pactes d'actionnaires ou les statuts de la société elle-même, afin d'aller dans cette direction-là. Transparence, ça c'est un élément fondamental, avec le fait que le régulateur alerte sur pas d'éco-blanchiment, ce sera lourdement sanctionné. Un des outils puisque je conseille un certain nombre de conseils d'administration dans ce sens-là, un des outils qui peut être utilisé, ce sont ces étapes pour passer vraiment de cet état des lieux et pour aller jusqu'à un résultat probant et en tout cas une progression dans ce sens-là. Il est difficile de vous parler de tout ce qui peut être fait parce que ça touche absolument tous les processus et toutes les étapes et je dirais tous les départements d'une société. Sur la page suivante, en Suisse, qu'est-ce qui a été fait? Ça s'est vu principalement en termes législatifs sur la loi CO2. Alors, la loi CO2 2022 a été rejetée.
Donc, certes, il y aura toujours cette taxe CO2. Certes, elle a pu être augmentée, mais elle ne pourra pas l'être sur les prochaines années. Donc, il est sûr que le Conseil fédéral va travailler sur, et le Parlement vont travailler sur davantage sur d'autres facettes de cette loi CO2. Mais aujourd'hui, en tout cas, les exonérations risquent de prendre fin, etc., etc. Donc, les impacts sont importants. Si ça n'a pas été accepté, il faut que ce soit revu. Mais dans la mesure où la Suisse a signé les accords de Paris avec cet objectif de réduire à horizon 2030 par rapport à 1990 50% de son émission de CO2, on voit bien qu'elle sera forcée d'avoir une nouvelle loi sur le CO2. Donc, il faut vraiment se préparer en tout cas. Dernière page, le futur durable, quelles sont les perspectives? Alors, au niveau législatif, ce sur quoi travaille l'Union européenne dans la taxonomie ou les autres initiatives, ce sont des minima. Il faudra faire tel effort minimal, et c'est ce qui sera dans la loi. Après, charge à la société, à l'entreprise en tout cas, de mettre en place ce qu'ils souhaitent, d'aller plus loin ou pas. Ça demeure véritablement aujourd'hui, et encore plus demain, un avantage concurrentiel. Parce que tout ce qui a été fait comme effort ne sera plus à faire dans l'avenir. Et on le voit au niveau du comportement des boursiers des sociétés cotées. Toutes les sociétés qui ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là sont très résilientes dans toutes les crises. Donc, on l'a vu par exemple pendant le coronavirus, les sociétés qui ont les meilleurs scores, comme on disait tout à l'heure, ESG, ont très bien résisté. Réponse multiple. Ce que j'entends par là, c'est que aujourd'hui, on a un certain nombre de problématiques. Par exemple, cette consommation de combustible, en particulier pour les voitures individuelles. Je ne pense pas, et on le voit, hein, c'est très critiqué, il n'y a pas une réponse unique. On ne va pas répondre à la voiture diesel ou essence par la voiture électrique. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus vers... il faut un mix, il faut s'adapter. La production d'électricité, c'est problématique dans certains pays, mais par contre, c'est un avantage dans d'autres qui l'exportent. Enfin, de se dire, on va utiliser sur des circuits plus courts, en économie circulaire et de manière plus durable, les ressources qui sont sur place. Et ensuite, le rythme de l'urgence, c'est ça qui va déterminer finalement la manière de fonctionner du législateur. Il va se poser systématiquement la question, finalement, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur mon économie? Donc là, effectivement, c'est l'impact climatique. Donc là, on est dans l'urgence climatique. Si demain, il y a une autre urgence qui est identifiée, le régulateur, tout l'appareil législatif va se tourner vers d'autres mesures. Donc, il va falloir être, je dirais, particulièrement adaptable. Et bon, note d'espoir, hein, c'est pour notre bien à tous. Donc voilà, ce sera ma conclusion, c'est que je pense que tous ces efforts, un, ils nous font faire pas mal d'économies, et deux, c'est pour un environnement beaucoup plus viable. Voilà. Je me réjouis en tout cas de vous entendre et d'avoir vos questions.